Donc j'ai pas été étonné du tout. Donc non, le combat contre continue. Oui, mais au-delà de Macron, on sent bien que on est en train de changer un peu d'époque, notamment le personnel politique qui semble être un peu obligé de se renouveler. Il y a une volonté un peu d'apporter un peu d'air frais à tout ça. D'abord, on peut être jeune et con, c'est pas une vertu la jeunesse, a priori. J'ai pas parlé de jeunesse. On peut être vieux et sage. J'ai pas parlé de jeunesse, j'ai dit de renouvellement. Le renouvellement, ça peut être avec les vieux. Hein. Renouvellement, on a l'impression que c'est une vertu en soi. Moi, peu importe l'âge des gens. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils ont fait. Je pense qu'il n'y a pas de raison, quand on a fait quelque chose, qu'on fasse le contraire quand on se trouve élu. Donc c'était déjà très intéressant de regarder le passé, qui a souvent été le passif, de tous ces gens qui se sont présentés aux élections. Macron, on sait qui il est, donc il n'y a pas de problème. Il n'a pas 30 ans de vie politique non plus derrière lui. On verra dans 30 ans les casseroles qu'il aura accumulées à ce moment-là. Mais je pense que quand vous regardez qui va s'occuper des ministères, parce qu'un ministre c'est quoi? On a choisi quelques ministres uniquement pour le look, pour l'allure. Ici il fallait une femme, ici il fallait on a choisi des experts souvent. Oui, je sais Nicolas Hulot à l'écologie. Oui, mais enfin, expert au fleuret, ça fait pas forcément à l'épée ou au sabre. Non, ça mais fait pas M. Blanquer, forcément. il a fait par exemple la démonstration de ses compétences dans une grande école. Il a été fonctionnaire. Oui. Alors, c'est vrai que l'éducation nationale n'est pas parfaitement gérée, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a plutôt des succès dans sa vie professionnelle. C'est mieux. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste qu'on mésestime en France le pouvoir et la puissance de la bureaucratie. Ah, ça, Tous les gens qui sont derrière un ministre, là, on nous dit regardez le ministre, c'est de l'effet d'annonce. Un ministre, c'est fait pour les médias. C'est celui qui coupe les rubans, qui parle, qui cause, et qu'on invite sur les plateaux et qui nous dit des choses. Et derrière, vous avez une armada de techniciens, de technocrates, de bureaucrates qui font les choses. Ce sont les mêmes. Mais Macron, il veut toucher à ça, justement. Il va toucher, on verra, mais pour l'instant... Il veut réformer l'administration centrale, c'est ce qu'il a dit. Non, mais il veut plein de choses, et on verra le moment venu. Je dis simplement que quand on a regardé qui s'occupait de quoi derrière chacun des ministres, j'ai vu l'autre fois un article assez éloquent sur ce sujet-là, ils ont tous bossé chez Raffarin, chez Chirac, chez Sarko, chez Hollande, voilà, ce sont les mêmes. Donc tant qu'on ne touchera pas, mais radicalement, à la bureaucratie française, et je propose là-dedans qu'on en finisse avec la bureaucratie, parce que c'est la bureaucratie qui fait la loi aujourd'hui, et on a des effets d'annonce, et on donne l'impression que des ministres font des choses, que des présidents font des choses, que des premiers ministres font des choses, alors que très peu font très peu de choses, parce que vous avez juste une machine qui a juste besoin de cette machine bureaucratie. C'est nous tous qui la voulons, cette machine. On veut que l'État soit fort et soit omnipotent, et donc pour faire marcher l'État, on a besoin de bureaucrates. Les gens, ils veulent pas ça, ils veulent du travail, de la dignité, ils veulent qu'on leur permette de travailler pour consommer, ils veulent pouvoir payer l'éducation de leurs enfants, ils veulent que leurs enfants puissent faire des études supérieures, sans s'endetter, ils veulent des choses aussi simples que ça. Il y a un problème, c'est un peu l'État nounou, c'est l'État nourrice quand même. Vous voyez, il y a un problème. Je dis pas que c'est mal, mais c'est comme ça. Une entreprise dans la Creuse, qui a des difficultés, on se tourne vers l'État. Écoutez, il faudrait pouvoir discuter avec Renault et avec Peugeot pour imposer à ces entreprises de nous confier un volant d'activité suffisant. Mais c'est ce qui est en train de se faire. En même temps, ça marche. Bon, vous avez entendu parler de cette entreprise. Il y a un problème, vous voyez, dans le 18e arrondissement, il y a un quartier, un territoire sur lequel les femmes n'ont plus accès. On se tourne vers l'État en disant, il faut arrêter. L'État, on n'arrête pas de le solliciter quand même en France. Il est super présent. Les Français ne demandent que ça. Moi, j'ai l'impression que les Français aiment l'assistance d'une certaine façon. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Prenons par exemple cette zone dans laquelle les femmes n'ont pas droit d'aller. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut expliquer, parce qu'on en parlait dans les grandes gueules dès la semaine dernière, c'est dans le 18e, c'est un quartier Pajol, La Chapelle, où effectivement, semble-t-il, les hommes ont pris le pouvoir un peu sur les trottoirs, dans les bars, etc. Et il est très compliqué pour les femmes tout simplement de passer sur le trottoir. Voilà, on fait quoi? C'est-à-dire que si on ne demande pas à l'État, qui dispose, c'est ce que disait Max Weber, du monopole de la contrainte légale. De la coercition, oui. C'est-à-dire que on peut pas dire, nous, on va aller régler le problème. Parce que dans ces cas-là, vous avez la justice en face de vous, qui vous dit, mais vous n'avez pas à faire la loi, c'est nous qui faisons la loi. Donc il y a police, justice, gendarmerie, tous ces gens-là sont censés faire la loi. Ça me paraît normal qu'on se retourne vers eux en disant, dites donc, il y a des zones de non-droit, le droit ne peut être fait et ne peut être respecté que par les gens qui disposent du monopole de la contrainte légale, donc remettons police, armée, justice... mais c'est pas seulement un problème de police. Moi, je ne suis pas contre l'État. Non, mais c'est pas seulement un problème de police, Michel Onfray, sur ce point-là, c'est aussi un problème culturel, un problème
parfois religieux. Donc c'est pas seulement parce qu'on va mettre des policiers religieux. C'est religieux. C'est justement parce qu'on ne veut pas dire que c'est religieux qu'on n'aborde pas le problème. C'est effectivement une espèce de domination tribale à partir d'un islam qui se présente comme effectivement disant la vérité sur ce sujet-là. Les femmes sont inférieures, les femmes sont soumises, les femmes n'ont pas la loi, les femmes, il y a plein de sourates. Les femmes ne doivent pas traîner dans la rue. C'est même pas tant ça. Elles sont faites pour faire des enfants, pour être à la maison et la cuisine, la vaisselle, le ménage, point à la ligne. Est-ce que le féminisme pourrait s'emparer de ce genre de choses? Oui, Caroline Dehaze propose d'élargir les trottoirs. Oui. Ah ouais, ça m'a fait rire, ça. Non, mais voilà où on en est. J'ignorais. Voilà où on en est. Non, mais c'est vrai. Si effectivement, Et de mettre de la lumière aussi. De mettre de la lumière. Non, il y a un moment donné où il va falloir poser la question de l'antisémitisme, où il va falloir poser la question de la phallocratie, de la misogynie. Moi, je suis évidemment un féministe, mais je ne suis pas bien sûr que le féminisme il soit dans le fait de dire auteureux, professeureux. Bon, bien, c'est du féminisme mondain, parisien, ça marche très bien. Mais un vrai féminisme qui fait que les femmes simples, modestes, les femmes sans visage ne peuvent pas faire ceci ou cela parce qu'elles sont femmes. Je dis, mais il y a un problème là, véritablement. Oui, mais parce que vous savez très bien qu'on va dire, oui, mais attention, ne stigmatisons pas une religion, ne faisons pas croire que l'islam, c'est une religion qui est forcément pratiquée par d'affreux machos. Je me reprends assez dans ma figure pour le dire, donc je vais continuer. J'ai peur de personne. Non. Mais donc je le dis, mais dites-le vous aussi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'intellectuels, très peu d'intellectuels, qui disent ce genre de choses, ou d'hommes politiques? Simplement parce que le parti vous donnera pas l'investiture, parce que vous aurez la presse contre vous et on va vous traiter d'islamophobe. Bon, on va dire que vous faites le jeu de Marine Le Pen, vous aurez votre photo en une de Libération comme moi, ou en une du Monde le lendemain comme moi, etc. On se coupera d'un vote communautaire aussi. Absolument. Oui, en plus, vous avez absolument raison. Absolument. Ça ne se dit pas. Or, c'est la vérité. On sait bien que ça fonctionne comme ça. Donc, on a bien vu Macron, en fait, comment il avançait sur ce terrain-là. Il n'y a pas de problème avec l'islam. Il n'y en a pas du tout. Et dès qu'on commence à dire qu'un certain islam est problématique, pas tout l'islam, et on a tout de suite des gens qui arrivent en disant, bah voilà, ça recommence, Marine Le Pen, le fascisme, le nazisme, c'est comme les Juifs en 1900, dans les années 40, c'est exactement la même chose. Enfin, tout ce qui fait qu'on ne peut pas penser les choses véritables. Comme Michel Tribala pose la question de la démographie, on n'a pas le droit de parler de démographie en France, c'est politiquement incorrect. Donc on ne parle pas de démographie et on ne parle pas de la misogynie, de la phallocratie ou de l'antisémitisme, par exemple, qu'on trouve dans l'islam. Pas tout l'islam, pas tous les musulmans, mais qu'on trouve dans certains secteurs, c'est visible. Le réel, il existe. Je ne sache pas que Macron était très soucieux de ce réel-là. Pourtant, on a fait un peu le ménage, j'ai envie de dire, dans la religion catholique, parce qu'il y avait aussi de la phallocratie, de l'antisémitisme, etc. Dans une partie du christianisme, et on a réussi à passer outre. La comparaison n'est pas. Le christianisme n'est pas un code de comportement quotidien. Et puis, le christianisme, il est construit sur des textes qui ont été écrits par des hommes. Voilà, l'évangile de Jean, de Marc, de Matthieu, de Luc, etc. sont des individus. Le Coran, il est écrit par Dieu, il est dicté par Dieu. Donc il y a un moment donné où vous pouvez estimer qu'un homme a pu commettre des erreurs et qu'on peut interpréter les évangiles, vous ne pouvez pas estimer que Dieu ait commis une erreur et qu'on puisse interpréter l'islam, puisque le Coran dit la vérité de Dieu. Donc on ne peut pas dire, il y a eu la Réforme, il y a eu Luther, Calvin, et puis la Révolution française, la pensée des Lumières, etc. Tout ce qui fait que, regardez, le christianisme, finalement, il a évolué aussi vers quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on a un Jean-Paul, un François qui pourrait voter Macron, ou qui défend à peu près les mêmes idées. Donc, il y a juste un moment donné. Macron sur certains sur points. certains sujets, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Et sur la question de l'islam, il ne faut pas dire, regardez, il y a un schéma qui marche avec le christianisme, on pose ce schéma sur l'islam et ça va marcher exactement de la même manière. Soyons patients, ils auront leur Luther et leur Calvin, et ils finiront par avoir un pape qui n'existe pas, mais qui finalement sera un personnage qui évoluera dans le politiquement correct. Le texte. Non, mais je veux dire, les femmes n'ont pas toujours été voilées dans les pays musulmans. Donc les choses ne sont pas. Il y a en Tunisie, sauf dans ces pays-là, il n'y avait pas de voile. Donc sauf que la prescription du voile est dans le Coran. Oui, mais pas pour les. Pourtant, dans ces pays-là, il n'y avait pas de voile avant. Pour les femmes du prophète. Non. Il est très précisément dit que les femmes doivent rabattre sur leur visage. Oui, mais pour les femmes du prophète, pour les femmes de la communauté. On a su justement de mettre de côté cela. Cette lecture rigoriste, on a su à un moment donné la mettre de côté. Il y a eu un retour en arrière. Et moi, je suis pour faire de la théologie, pas pour faire de la stigmatisation en disant votre religion est nulle, etc. Mais je dis, on va faire de la théologie. Pensez-vous vraiment que si Dieu existe, et convenons qu'il existe, il est vraiment le souci du burkini? Non, je crois pas. Je ne pense pas. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il a le souci de la tranche de jambon? Est-ce que
est-ce que vraiment Dieu est soucieux de savoir si dans votre frigidaire il y a du petit salé aux lentilles ou si il y a une nourriture qui est correcte? Est-ce que vraiment il a le souci du voile? Est-ce qu'on peut être une sale personne avec un voile ou est-ce qu'on peut être un saint sans voile? Donc faisons de la théologie en disant mais attendez, rien n'interdit l'intelligence quand on est croyant. Eh bien faisons fonctionner l'intelligence. Je pense effectivement que plutôt que de mépriser les gens, juste dire que Dieu ne peut pas être soucieux d'affaires de charcuterie et de maillot de bain, parce que franchement, si Dieu sait ça, bah alors on a plutôt envie d'être athée. Historiquement, le porc, ça a été dit 1000 fois, c'est pour des raisons d'hygiène, c'est même pas pour une histoire de religion. Au départ, oui. Je suis pas sûr, enfin c'est ce qu'on dit, mais je pense que le propre de la religion, c'est qu'elle impose un interdit. Plus l'interdit est ridicule, mieux c'est. Quand j'ai fait mon service militaire, quand on me disait quand les balles sifflent, baissez la tête, évidemment, on n'a pas besoin de dire un truc comme ça. Ce qu'il faut dire, c'est vous allez sortir de la tranchée, il va y avoir des balles, vous risquez de mourir, mais il faut y aller quand même. Donc le propre de l'interdit, c'est qu'il doit être imbécile, du simple fait qu'il soit un interdit. Donc il y a ça chez les juifs aussi, on nous interdit de manger de l'animal dont le pied est fourchu, ou celui dont l'animal porte son squelette à l'extérieur. On se dit, bah, faut quand même le faire, manger les crevettes, Là encore, est-ce que Dieu est soucieux de la crevette, ou est-ce que Dieu est soucieux des langoustes ou du homard? Donc, je pense qu'il y a juste un moment donné où il faut se dire non, il ne faut pas chercher des raisons historiques à des choses hystériques. Il y a juste un moment donné où le propre de la loi, c'est de dire c'est la loi. Et pour que tu saches que c'est la loi, il faudra qu'elle soit bien bête, parce que si la loi est intelligente, il n'y a pas de mérite à y obéir, mais il y a du mérite à obéir à une loi imbécile. Et Michel Onfray, c'est fini, vous n'êtes plus du tout inscrit sur les listes électorales? J'ai déménagé à une époque, il aurait fallu que je me réinscrive, je ne me suis pas réinscrit. Voilà. Mais pour voter vous importe peu ou plus? Mais le jour où, quand on votera, on sera écouté, entendu. Moi, j'ai voté en 2005 contre le référendum européen et nous avons été majoritaires et on s'est entendu dire avec le traité de Lisbonne en 2008, dont on sait qu'il était le même puisque Giscard d'Estaing a dit dans Le Point, la revue, que c'était exactement le même texte. C'est pas un anti-européen, Giscard. Et on nous a dit ce que vous ne vouliez pas, vous l'aurez quand même. Eh bien, je pense qu'il y a une rupture de contrat social. À partir du moment où la classe politique, droite et gauche libérale confondues, nous ont dit à l'époque, vous aurez par l'Assemblée nationale. C'était un programme de Sarkozy en 2007. C'était un programme de Sarkozy. Il a été élu. Il a été élu en 2007. Et lui, il l'avait dit pendant la campagne, il l'avait annoncé avant, que s'il était élu, ça n'aurait pas été la première fois que Sarkozy envoie à la poubelle quelque chose qui était dans son programme. Mais là, pour le coup, Sarkozy n'est pas crédible quand il dit c'était dans mon programme, parce que Sarkozy, il a tout dit et le contraire de tout et le contraire du contraire. Donc ça, c'est pas un argument. Je dis juste que quand on sollicite par référendum la voix du peuple, que le peuple donne son avis et qu'on lui dit va te faire voir avec ton avis. De pas voter, ça veut dire que, par exemple, quand il y a un deuxième tour, Macron-Marine Le Pen, finalement, peu importe. Parce que vous avez cru une seule seconde que Marine Le Pen arriverait à la présidence de la République? Non. Oui, mais ceux qui votent blanc pensent que les autres vont voter de façon contre Marine Le Pen, donc votent pour eux. Non, assez lâche comme. C'est pas ça le problème. Non, moi je le dis. Non, mais je le dis chez vous. Parce que s'il y avait une menace, tout le monde irait voter. Oui, mais donc on part du principe qu'il n'y a pas de menace, donc on dit je vais laisser aux autres le fait d'aller voter. Ils vont aller voter pour moi. Moi, j'ai pas à me déplacer. Si tout le monde faisait comme vous, je le connais, et si tout le monde faisait comme moi, on n'en serait pas là où on est. Donc, on respecterait les engagements. Quand on inviterait au référendum, on obéirait au référendum que les Français ont souhaité ou ont voulu. Donc je dis juste qu'à un moment donné, que j'ai dit, le vote est pour moi une très belle chose. Quand ça fonctionne véritablement, on sollicite le peuple, on obtient un avis et on fait ce que le peuple a sollicité. Mais quand on dit allez vous faire voir avec votre vote et que par exemple sur cette histoire du référendum, mais aussi sur la construction de cette élection, moi je savais très bien, je l'ai dit chez vous ici il y a plusieurs mois, que de toute façon on aurait un candidat qui défendrait le système, qu'on l'aurait, que c'était réglé et qu'on nous demandait juste de choisir son nom. On changeait la ficelle du cadeau. C'est quoi le système? Eh bien, c'est cette idée que l'euro, l'Europe, le marché, le libéralisme, le refus de la souveraineté en France, l'idée qu'il faudrait donner la souveraineté aux banques européennes, etc., c'est la vérité, c'est l'horizon indépassable. Si vous voulez déconstruire la souveraineté, moi j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre ouvrage. Pas du tout. Bon, parce que vous défendez la souveraineté jacobine. Outre le fait que vous reparlez des cahiers de doléances, vous voulez rendre la parole au peuple, etc., c'est très bien. Vous dites que vous êtes de gauche, mais d'une vraie gauche, enfin pas de la gauche... La gauche de Proudhon. La gauche, oui, la gauche de Proudhon. Oui. Je vous rappelle simplement que vous parliez de 83, c'est le tournant de la rigueur, effectivement. Quand Mauroy s'en va en France, Fabius arrive, on continue de payer les conneries qui ont été faites pendant 48 heures. Mais ça, c'est Mauroy qui fait de la politique. Il y a assez peu de dimension économique dans votre ouvrage. Mais vous êtes partisan de renforcer
renforcer les échelons locaux. Tous les négateurs de la nation ou de l'État-nation ont toujours voulu ça, renforcer les régions, les communalités, l'intercommunalité, au détriment de l'État qui est une forme de garantie, quoi. Pas du tout, on sent bien que vous êtes allé à l'école de Robespierre, l'école de la l'école de la République, où effectivement la Révolution française est racontée du point de vue jacobin. On nous fait savoir. Je comprends ce que vous voulez dire. Oui, non, je le dis en plaisantant. Oui, je ne traite pas de Robespierre, ce serait une insulte. Je ne veux pas faire ça, entendons-nous bien, c'est une plaisanterie. C'est juste pour dire que peu de Français savent ce qu'a été véritablement la Révolution française. On leur a raconté une espèce d'histoire toute simple. Le roi, il était méchant, et puis les révolutionnaires, ils étaient gentils, et puis ils ont fait la terreur, mais la terreur, c'est pas de leur faute, parce que finalement, comme les monarques étaient méchants sur le terrain européen, ils avaient l'intention d'attaquer la France et d'abolir la République. Oh là là, comme ils étaient méchants, il a bien fallu qu'on fasse la terreur, et puis voilà. Robespierre était un gentil, hélas, on lui a coupé la tête, mais finalement, les droits de l'homme, c'est quand même lui, etc. Ça, c'est du catéchisme. est passionnant. Catéchisme à l'état pur. Catéchisme à l'état pur. Parce que c'est la version donnée par Robespierre, parce que le Parti communiste, qui a été dominant dans le monde intellectuel dans les années 50 en France, a rendu possible cette lecture-là en disant c'est la seule. C'était celle de Soboul, de Mathiez, c'était celle de Jaurès un peu en amont, après c'était celle des léninistes, des marxistes-léninistes, et à l'université française, on a soutenu cette idée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on pense que la nation, c'est l'État, c'est la centralisation, c'est donc l'État fort, et c'est cette idée que les communes n'ont qu'à obéir. J'ai dit, mais attendez, il y avait aussi une autre défense de la nation, une autre défense de la République, une autre ligne révolutionnaire, qui est la mienne, et qui est la ligne girondine, qui fait l'économie de la guillotine, qui fait l'économie de la terreur, qui pense que ça passe par le droit, ça doit passer par le droit et la loi, et que le droit et la loi, c'est l'assemblée des gens qui sont susceptibles de donner leur avis, et puis après on se donne une règle du jeu. Moyennant quoi, je ne suis pas contre la nation, je ne suis pas du tout contre la souveraineté, au contraire, je suis pour. Je suis juste contre le fait que Paris fasse la loi, que Paris soit la capitale, et que depuis Philippe le Bel, 13e, 14e siècle, jusqu'à aujourd'hui Macron, en passant par Robespierre, mais évidemment Louis XIV, Louis XVI, toute la monarchie, puis après vous mettez Bonaparte, Napoléon, puis vous ajoutez le général de Gaulle, puis Mitterrand, puis etc. Et on a cette idée que tout est à Paris, et que Paris va obéir. Et que les provinces, finalement, n'existent que quand on estime qu'il faut démanteler la jungle à Calais. On va bien envoyer quelques personnes qui sont dans la jungle. Dans les campagnes, là, on découvre qu'il y a des campagnes qu'il y a de la ruralité. Je dis non, il y a des provinces, de la ruralité, des communes, des talents, des gens extrêmement intelligents. Et nous rallions, je râlais tout à l'heure contre la bureaucratie. Eh bien, je préfère effectivement solliciter un paysan dans sa campagne, ou un médecin de campagne, ou une dame qui est infirmière dans la campagne, parce qu'elle a des idées sur ces choses-là, plutôt que de dire, laissez ça aux bureaucrates qui, eux, savent très bien ce que sont les codes et ils vont regarder le code de santé, le code de je ne sais quoi, on fait ceci, on fait pas cela, etc. Donc j'en appelle à un retour à la souveraineté nationale, mais par la base. Donc je ne suis pas du tout quelqu'un qui attaquerait ni l'État, ni la souveraineté, ni la nation, bien sûr. Michel Onfray, dans le grand oral des GG, suite dans un instant. Les GG, les grandes gueules, et dans le grand oral, le philosophe Michel Onfray, philosophe essayiste avec nous, décoloniser les provinces aux éditions de l'Observatoire. Question de Jacques. Oui, vous êtes autogestionnaire, plus personne ne parle de l'autogestion, et en effet, vous faites référence à l'IP en 1970, et finalement, l'argument que vous donnez, finalement, les travailleurs produisaient, et puis après, vendaient et se payaient. Voilà. Mais oui, mais ça peut pas durer longtemps. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque j'ai créé Nouvelle Frontière, j'ai fait dans les années 68 des circuits autogérés en Algérie, dans l'ex-Yougoslavie. Alors au début c'était l'autogestion, et puis finalement au bout de 15 jours, quelqu'un prenait le pouvoir, et ou démocratiquement, finalement le petit groupe élisait un chef, ou finalement par la force des choses, parce qu'il y avait des querelles sur le plan financier, où c'était un peu le bins dans le groupe, et finalement il se dégageait toujours une personnalité. Donc ça ne marche pas l'autogestion. Et d'ailleurs, Michel Rocard, qui a beaucoup défendu, qui était vraiment un autogestionnaire, il y a eu ça peut marcher, je dirais, pour des petites unités, et momentanément, mais c'est pas une solution durable sur le plan économique. D'abord, je pense que si. Ensuite, je pense que vous avez raison de dire qu'il faut faire avec ce que sont les hommes. Et de fait, quand on prend l'anthropologie, les hommes ne sont pas gentils, pas méchants, pas sympathiques a priori. Enfin, ils travaillent en meute. Ils sont forts avec les faibles, faibles avec les forts. Je suis d'accord avec cette idée qu'effectivement, les hommes étant ce qu'ils sont, les belles idées peuvent se trouver très abîmées par les hommes comme ils sont. Ça veut dire qu'il faut très précisément donner les contours de l'autogestion. Ça veut dire que quand vous dites effectivement il faut un chef, je ne suis pas sûr que le chef
ce soit le chef de meute dont il faudrait dire il l'est parce que finalement c'est le mal dominant. Je pense que on peut faire fonctionner la raison et l'intelligence, faire de telle sorte que le chef ne soit pas l'équivalent de Dieu sur terre ou sur le principe de la théocratie, celui qui aurait tous les droits parce que d'un seul coup il se serait imposé par la force ou je ne sais quoi, mais il faut que ce soit celui qui élise les gens avec un mandat impératif. C'est-à-dire vous donnez un mandat, vous êtes censé représenter les gens, et si vous ne représentez pas les gens vous reprennent votre mandat. Donc il faut que ce soit un jeu perpétuel comme ça pour éviter que effectivement sous couleur d'autogestion, on retrouve des petits coups d'État qui permettent justement au mal dominant de dire eh bien on y va au nom de l'autogestion, c'est moi, je suis l'autogestionnaire. On sait bien plus de ça qu'en Algérie l'autogestion c'est pas vraiment ce qui les intéresse. Non mais c'est pour ça, justement, oui. J'ai essayé, attendez, ils avaient au début des velléités, au début de Boumedienne, de petites velléités. Des petites velléités. Quand mais vous par avez... contre, chez Tito, il y avait une tentative d'autogestion. Il y avait une tentative, mais avec un Tito qui n'était pas non plus autogestionnaire, lui, personnellement. parce que ce sont deux pays qui ont exporté, ou chez lesquels on a exporté, ou dans lequel s'est trouvé exporté le message jacobin, et pas du tout le message girondin. Michel Onfray, aujourd'hui, vous êtes un insoumis. Il faut rejoindre Jean-Luc Mélenchon et LFI, la France insoumise. Non, mais il n'est pas insoumis du tout, lui, c'est de la communication. Il y en a deux qui ont très bien communiqué, c'est Macron et lui, et qui ont eu des bonnes équipes de gens qui ont dit, bon, allons voir ce que pensent les gens, et puis allons-y pour séduire des segments, et on passe de segment en segment comme ça. Mélenchon fait savoir qu'il n'a pas parlé de gauche. Il était dans un propos très gaullien, très gaulliste d'un seul coup. Il a effacé tout ce qui était référence à Robespierre, des références qu'on avait retrouvées la dernière fois, où le Parti communiste était très présent. Là, il a voulu effacer le Parti communiste, la trace du Parti communiste. Et puis, il y avait quelque chose du genre, je suis l'homme providentiel, je suis l'homme des insoumis. Quand un homme qui a fait carrière chez les socialistes, qui a voté oui à Maastricht, nous dit dégager les sortants, ben, si vraiment on lui donne raison, on le dégage les bêtises. C'est une imposture non, en quelque sorte. Le mot est fort. Non, mais une sorte d'imposture un peu intellectuelle en tout cas. Intellectuellement, c'est un homme de qualité, de valeur, il est une belle machine rhétorique. Il croit connaître la Révolution française parce que personne ne la connaît et qu'il a lu celle de Soboul et Mathiez et il est sur deux ou trois petits trucs là en nous disant les Jacobins, Robespierre, etc. C'est toujours le même discours, c'est quelque chose qu'on aimerait entreprendre avec lui, une discussion, un véritable débat sur la Révolution française avec Mélenchon. Il a juste compris que c'était une affaire de marketing, donc on l'a bien vu sur certaines choses, par exemple sur l'Europe, exactement la même chose qu'avec Marine Le Pen. Voilà deux personnes qui disaient l'Europe on en sort, etc., etc. Et puis au fur et à mesure qu'il s'approchait du but, en disant ah Mélenchon est peut-être au deuxième tour, etc. Il était plus complètement pour ça. Il allait voir Angela Merkel, puis elle aurait tellement peur de lui qu'on aurait une nouvelle Europe. Et puis finalement cette nouvelle Europe, elle nous permettrait de rester dedans, mais sans y rester, tout, etc. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de grande... Révoquer les élus, passer à la 6e oui, République.